Je m'appelle Camille Delgelot, je suis en deuxième année de master d'anthropologie sociale et culturelle à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Et donc, si ce n'était pas, si c'était pas déjà le cas avant, je suis très fier de rendre ce colloque international. Depuis l'année dernière, je mène une recherche ethnographique autour des prénoms des personnes trans, initialement centrée sur la question du choix et dynamique qui l'anime, mais qu'au cours de mon terrain, j'ai élargi entre autres choses des réflexions très larges euh, autour de l'état civil, car pour citer un de mes interlocuteurs, on bifurque toujours sur les trucs administratifs, c'est le problème des questions trans, même si lui, il avait dit avec beaucoup plus d'humour que ça dans le contexte. Mais la présentation va globalement suivre ce même parcours, donc en commençant par aborder le choix du prénom en tant que tel, puis le rapport à l'état civil. Avant de commencer, je vais brièvement expliquer ce qu'est l'infrapolitique. C'est un concept développé par l'anthropologue américain James C. Scott dans ses livres Weapons of the Weak, puis The Art of Resistance, respectivement en 85 et 90. Le premier, à ma connaissance, n'a jamais eu le droit à une traduction en français, mais le deuxième, vous la voyez ici, a été traduit en 2009. Pour citer l'auteur, l'infrapolitique, c'est le politique qui n'ose pas dire son nom. C'est l'ensemble des gestes, actes et pensées qui, soit par leur visibilité, soit par, soit par leur importance, sont cachés de la vie civile. C'est par exemple tout ce qu'on pourrait qualifier de désobéissance civile, mais aussi bien plus encore. Donc la réflexion en ces termes de politique et d'infrapolitique dans le cadre de ma recherche est encore vraiment toute récente. Mais je suis déjà content, elle est assez fructueuse, puisque dès maintenant, elle me fournit déjà un axe qui permet de recouper euh, les thématiques de choix et les thématiques d'état civil de façon logique, ce que j'arrivais pas à faire jusqu'à présent. Donc, pour la transparence, tous les noms des personnes mentionnées ici ont soit été pseudonymisés ou alors sont les prénoms réels utilisés avec l'accord oral explicite de la personne en question que j'ai demandé pendant ou après l'entretien. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un jeune homme trans qui venait pour la première fois à l'un des réseaux d'entraide en non-mixité trans que j'ai commencé à fréquenter dans le cadre de mon terrain. On se tape la discussion et quand il me demande ce que je fais dans la vie, que je réponds que je suis anthropologue à l'université et que je travaille sur la transidentité par le biais des prénoms, il me répond qu'il ne sait pas grand-chose qui pourrait m'avancer, qui jusqu'à présent est une réaction universelle ou presque euh, parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées. Mais beaucoup plus intéressant, après il me dit qu'il sait en revanche que l'appropriation culturelle des prénoms, c'est un vrai problème chez les trans. Je me retiendrai de qualifier ce phénomène-là d'appropriation culturelle, mais je peux pas en nier l'existence, puisque je l'ai moi-même constaté déjà au cours de mon terrain. Mais ce que j'ai surtout vu, en revanche, c'est un phénomène qui n'est pas du tout unique aux personnes trans, et qui est même courant dans les prénominations plus traditionnelles. Je dis traditionnelles avec d'énormes guillemets, là je simplifie à outrance euh, pour la présentation, mais j'entends ici des parents qui donnent un prénom à leur enfant à sa naissance. Mais ce phénomène du coup assez courant qui est la revendication d'une ascendance particulière par le prénom. Pour en donner un exemple issu de mon terrain, c'est le cas notamment de Vrel, qui parmi ses quatre prénoms a voulu en choisir un slave, en référence à son ascendance polonaise qu'il tient de ses deux grands-mères, maternelle et paternelle. Je vais vous lire un extrait de notre conversation, euh, mais pour éclairer un petit peu, il y a un lapsus de sa part au tout début, euh, où il me parle du côté de sa grand-mère, alors que ses deux grand-mères sont concernées, mais du coup, il me semble qu'il parle ici du côté maternel. Par rapport à l'ascendance polonaise, du côté de ma grand-mère, la fille de la personne qui est arrivée en France, du coup, il y a une honte. Il y a une très très grosse honte du milieu ouvrier. Et en tant que bon gauchiste, je ne comprends pas cette honte. Elle ne devrait pas exister. C'est aussi pour ça que j'ai cherché un prénom en lien avec ça, pour renouer le lien qui a été rompu. Parce que du coup, je sais que j'ai de la famille qui existe encore en Pologne. Mais j'ai aucune idée de comment. Enfin, j'ai pas de famille étendue. J'ai vraiment mon père, mon frère, et puis c'est tout. C'est pour ça. C'est pas du tout par nationalisme ou par fierté quelconque, tu vois. Absolument pas. C'est genre de refaire le lien avec l'histoire de ma famille qui a été rompue. Donc cette famille qui est arrivée en France, euh,
qui est partie de cette forte vague d'immigration polonaise en France au début de l'entre-deux-guerres, où les hommes ont principalement travaillé dans les mines et et les femmes ont fourni du travail domestique. Donc c'est pour ça la référence au milieu ouvrier. Euh, Chez X, donc c'est pas une erreur. J'appelle X, c'est quelqu'un qui, un peu après notre entretien, m'avait demandé si je pouvais ne pas mentionner son prénom dans le cadre d'une présentation de mon mémoire. Qu'on a discuté, et on a convenu de X pour anonymiser, ce qui est peut-être pas le plus subtil, mais très certainement efficace. Donc chez les personnes, on retrouve une histoire sensiblement similaire, avec un discours identitaire qui est complètement opposé. Euh, Son grand-père est né au Vietnam, qui était le fils du serviteur de la famille. Et cette agence n'est pas non plus revendiquée dans sa famille, pas tant ici par honte, mais par un tabou d'une union hors classe et hors mariage. Euh, pour le contexte, quand elle parle de jeu, euh, il y a l'état amateuriste de jeux de rôle, et pour les citer, de type nordique très intense émotionnellement, avec des scénarios qui permettent beaucoup de jouer sur les relations interpersonnelles et sur des contextes sociétaux parfois très compliqués. Bon. Je le sens pour un temps spécial de jeu, de pouvoir discuter de blanchité, de discuter de racialisation en tant que personnage, mais en tant que moi-même qui suis au moins perçu comme blanche, à défaut d'être complètement blanc, je ne me sentirais pas légitime et surtout, je pourrais pas porter un prénom typiquement vietnamien comme Minh, par exemple. Même si moi, je ne considère pas ça comme de l'appropriation culturelle, les personnes vietnamiennes vont peut-être le considérer comme tel, puisque je ne subis pas de violence raciste par rapport au fait d'avoir une ascendance asiatique. Donc, c'est pas quelque chose. Je peux l'exprimer en passant et dire que c'est un fait intéressant à mon sujet, mais je ne vais pas aller le revendiquer. J'ai pas envie de me faire passer pour une identité dont je ne subis pas l'oppression. Un autre exemple dans des thèmes qui se rapprochent là de ce qu'on se considérait plus volontiers comme politique, c'est celui de Juliette. Alors, elle l'écrit comme en anglais, mais elle le prononce comme en français. Elle, son choix est motivé de très nombreuses raisons. Et l'une d'entre elles, c'est que c'est un des prénoms qu'hésitaient à lui donner ses parents si elle était née de sexe féminin, si elle était née à femme. Mais elle ne fait pas que reprendre le choix qui avait été fait pour elle. Euh, ce, pour le contexte familial, euh, son père est issu d'une famille paysanne euh, assez bien établie économiquement, et sa mère d'une famille elle aussi paysanne, mais beaucoup plus modeste. Et les deux côtés ont réussi à s'élever jusqu'au confort de la classe moyenne pendant les Trente Glorieuses. Et c'est dans ce confort-là que sont nés ses parents. Mentalité bourgeoise, tu éduques toujours tes enfants un peu au-dessus de la classe dans laquelle tu es et tu essaies toujours de te surclasser. Là, il y avait aussi une volonté comme ça, quoi, de donner un prénom noble. C'est ça, qu'il fasse pas. Enfin, j'allais pas m'appeler Kevin. Euh, voilà, de ce que j'ai compris, le prénom Kevin a la même a la même connotation sociale en, euh, en France et au Québec. Donc voilà, vous êtes à peu près, vous devez pouvoir voir euh, les implications. Euh, mais certainement, ça ne fait pas juste reprendre ce que je disais, elle fait pas que reprendre le choix, et même, elle fait presque le contraire de le tourner en dérision, puisque la volonté de surclassement de ses parents, euh, elle met en écho le déclassement qu'elle subit en tant que femme trans. Donc elle tourne presque en dérision le choix de ses parents. Le dernier exemple très bref que je utiliserai pour cette partie, c'en est un que je connais très bien, c'est même celui que je connais le mieux, puisqu'il s'agit de moi-même. Mon deuxième prénom est Floréal, deuxième ou troisième prénom selon comment vous voyez les choses, et bizarrement pas d'opinion très fort à ce sujet. Du coup, ce prénom est Floréal. Il s'agissait d'une référence directe au calendrier républicain qui avait été mis en place pendant la Révolution française jusqu'à ce qu'il soit mis hors d'usage par Napoléon et qui a ensuite été brièvement réutilisé pendant la Commune de Paris. Floréal, c'est le huitième mois de l'année
Et c'est ce qui correspond à la fin d'avril et à la majorité du mois de mai. Euh, Sans jamais devenir trop populaire, le pic de popularité est d'environ une cinquantaine d'enfants euh, pour un total de 400 sur une période de presque 2 décennies. Il émerge en tant que prénom dans les milieux d'extrême gauche, la Libération. Donc c'est une période d'utilisation de, était utilisée de façon très ponctuelle avant, mais ça se voit, on a un pic de la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 60. Euh, j'ai choisi ces exemples car ils illustrent quelque chose qui m'est apparu quand j'ai commencé à réfléchir en termes de politique, qui est le grain extrêmement fin que fournit le choix en termes de revendication. Donc ça peut être extrêmement fermé, euh, puisque complètement fermé, puisque dans le cadre de X, le non-choix est porteur de sens. Elle peut aussi être extrêmement ouverte. Parce que dans mon cas, je choisis une référence historique qui ne se cache pas du tout, qui est associée à l'extrême gauche, euh, mais qui ne se cache pas, mais qui n'est pas évidente pour quelqu'un qui n'a pas les références historiques sur la Révolution française et la Commune de Paris. Et surtout, c'est qu'en deuxième prénom, donc c'est pas un de mes prénoms qui apparaît extrêmement souvent. Mais je me suis posé la question de jusqu'à quel point le prénom pouvait pousser la notion d'infrapolitique et en, en poussant mon cas à l'extrême, euh, en choisissant un prénom en première position de mon état civil et en choisissant une référence encore plus visible. Et là, par exemple, Marx, Engels et Lénine et Staline sont des prénoms qui sont pas anormaux en Inde ou en Amérique centrale, ou en Amérique latine en général, euh, pas communs, mais définitivement pas anormaux. Est-ce que dans ces cas-là, on pourrait toujours parler d'infrapolitique? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un palier de visibilité à partir duquel on sort de l'infrapolitique pour re-rentrer dans le politique? Donc, j'ai pas la réponse à cette question. C'est une des deux grandes questions ouvertes que j'ai soulevées au cours de ma recherche et que je vous soumets aujourd'hui. Euh, j'ai pas la réponse, mais je pense qu'elle permet au moins d'illustrer un phénomène que je vais aussi apparaître au cours de mon enquête, qui a la tendance à oublier le caractère que je dirais fondamentalement social du prénom en le limitant à l'identité propre. Je dis fondamentalement social euh, et je l'illustre en disant que je ne m'appelle pas Camille Adèle, euh, je m'appelle je ou moi et que le reste du monde qui m'appelle Camille Adèle. Je pense justement que c'est parce qu'on a ce flou entre le propre, donc le prénom qui définit l'identité propre, mais qui n'est utilisé que par autrui, que par le social, qu'on peut avoir plus loin ce flou entre politique et infrapolitique. Pour aborder maintenant le rapport à l'état civil, j'ai retenu deux entretiens, celui de Lolvé et celui de Ellie, car tous les deux sont dans une situation particulière à ce sujet. Lolvé est le prénom choisi par ses parents à sa naissance, en référence à l'héroïne du roman de Marguerite Duras, mais qui avait été refusé à la mairie. Donc, à défaut du diminutif, elle porte officiellement le nom complet du personnage. Il a presque toujours utilisé la forme raccourcie qu'il aimerait avoir sur ses papiers, même bien avant la réalisation de sa transidentité. Quand je lui demande comment il allait réagir au pire scénario envisageable, où la mairie maintiendrait la décision prise à sa naissance et refuserait catégoriquement de raccourcir son prénom, euh, voilà ce qu'elle me répond. Je pense que je pèterais un câble. Je serais super en colère. Je pense qu'honnêtement, les juges ne disent pas les décisions d'appel dans la chambre justement pour que tu évites de tout péter. Tu vois, moi, je pète tout. Je fais une un meltdown. Je me roule par terre, j'attrape ma chaise, je la lance à la gueule de l'avocate. Mais pas violent parce que j'ai envie d'être violent, mais parce que je me trouve dans une situation où le monde et ma vision de comment les choses doivent être ne sont pas alignés. Ça, je le vis très souvent et je ne fais pas de meltdown. Mais ça serait un tel refus par rapport à qui je suis et à la personne que j'ai toujours été que je pense que c'est forcément vecteur d'une crise, quoi. Pour elle, il s'agit aussi d'un diminutif, enfin du diminutif de son prénom de naissance, mais à la différence d'Olvé, Yel s'est lancé dans des démarches légales pour officialiser le changement.
Et elle demandait trois prénoms, Ellie, le prénom de sa grand-mère et celui de son petit frère, qui avaient tous les deux montré un très grand soutien dès le début de sa transition. Ce qui faisait donc Ellie un prénom neutre, au moins d'après elle, et d'après lui, un prénom féminin et un prénom masculin. Et à cause du prénom féminin dans la liste, la mairie refuse de prononcer une décision et fait monter le dossier au procureur de la République. Yael reçoit éventuellement un appel de l'assistante du procureur lui disant que sa demande ne sera acceptée que si le deuxième prénom était supprimé ou masculinisé. Il y refuse et au moment de notre entretien et encore aujourd'hui, Yael est en train de monter un dossier pour faire appel au tribunal des affaires familiales, troisième et dernière étape avant la Cour de cassation, qui est en France l'ultime organe décisionnel en termes judiciaires. Et il me semble que l'équivalent canadien est la Cour supérieure. Euh, tous les deux sont ouvertement non-binaires, préfèrent le pronom Yel et sont actifs dans des associations ou des collectifs militants transgenres ou du moins LGBT+. Et une personne extérieure ayant peu de scrupules euh, pourrait très facilement qualifier leur attitude d'hypocrite, puisque d'un côté, Yel revendique un certain anticonformisme, mais de l'autre côté, sont capables de déployer de grands efforts pour que leur état civil, qui est une institution qu'elles critiquent lourdement, soit à leur goût. Et pour moi, cela a soulevé une autre réflexion, et cette fois du coup sur la relation des personnes à l'état civil. Euh, pour le point d'histoire, en France, l'état civil est l'une des plus vieilles institutions républicaines qui, au moment de la Révolution, devait complètement prendre le pas sur les registres paroissiaux. Donc, il n'avait pas juste une fonction de contrôle comme souvent on lui projette aujourd'hui, euh, mais il se plaçait en garant de la vie civile républicaine. Euh, Et l'institution a toujours aujourd'hui cette image d'elle-même et se régit toujours selon ces deux grands principes fondateurs qui sont censés garantir l'égalité des citoyens en droit et en devoir, qui est l'indisponibilité et l'immutabilité de l'état civil. Je veux dire que les données doivent être objectives et non pas subjectives et qu'elles ne peuvent pas être changées. D'un point de vue social, cependant, la façon d'appréhender cette institution a beaucoup évolué. Parce que d'un côté, les besoins d'efficacité bureaucratique ont mené à un lissage, à une simplification des actes d'état civil qui leur ont fait progressivement perdre toute leur valeur, ou au moins presque toute leur valeur symbolique. Et de l'autre côté, le développement des systèmes biométriques ont rendu accessoire la fonction de reconnaissance de l'état civil, qui était jusqu'alors une de ses raisons d'être. Une empreinte digitale est infiniment plus efficace pour vous reconnaître en tant qu'individu que l'ensemble de tous vos actes d'état civil réunis. Et du coup, depuis plusieurs décennies maintenant, l'état civil est de plus en plus perçu comme un support de confirmation et d'affirmation des identités, euh, alors que c'est un rôle que l'institution refuse d'endosser. Et du coup, face à cette ambivalence, la question que je me pose et que j'ai toujours pas la réponse, mais que je vous pose à vous aussi, c'est quelle serait la position anticonformiste? Est-ce que ce serait forcer l'institution d'État à reconnaître un changement, mais du coup en se plaçant entièrement dans l'attente sociale euh, des personnes trans et des démarches qui elles sont attendues de faire? Ou est-ce que c'est résister justement à cette attente sociale, mais du coup en capitulant devant l'institution et son immutabilité? Je- Voilà, c'est les deux grandes questions que j'ai soulevées au cours de mes recherches. Euh, on a ici une courte biographie des quelques travaux phares sur lesquels je me suis appuyé jusqu'à présent dans le cadre de mon mémoire et du coup de cette présentation. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Là, j'espère pouvoir reprendre en direct si vous avez des questions. Merci beaucoup.